J'ai créé Xebia en 2004, donc il y a presque 12 ans. J'avais jamais fait de service de ma vie. Je venais du monde de l'édition du logiciel. Donc ça a été une grande surprise, notamment parce que c'est un marché qui est surencombré. À l'époque, il y avait 11 600 sociétés de services en France. Donc c'était rentrer très tard sur le marché, c'était compliqué. Je ne connaissais pas les codes, je ne savais pas comment on s'y prenait. Enfin bon, c'était assez déroutant. Depuis ces 12 ans, on a 6 sociétés, on est plus de 300, à peu près 150 chez Xebia en France et 600 dans le monde. Donc c'est une société qui a plutôt bien marché. Ce qui est important, c'est pas les chiffres, parce que ça, c'est pas le fondamental. C'est surtout la sociologie, l'ADN de la société. Je pense que ce que vous avez vu tout à l'heure en keynote démontre bien qu'on peut aujourd'hui, à n'importe quel moment, créer des belles sociétés avec des gens ultra motivés. Et après, le reste, les résultats financiers, etc., ça n'est qu'une conséquence. Et donc, à l'occasion des 10 ans de Xebia, il y a donc 2 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme cadeau aux salariés de Xebia? Et je leur ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les recettes de cuisine entrepreneuriale ». Alors, je ne suis pas un grand écrivain, hein, bien entendu. Je crois qu'il y a des exemplaires. Il est gratuit. Bon, ce n'est pas un grand bouquin, mais je m'y suis pris de la manière suivante. J'ai structuré ça comme un livre de cuisine. À savoir, on commence par les recettes, les entrées, pardon. Les entrées, c'est à mon sens ce qu'on devrait savoir lorsqu'on crée une entreprise, parce que c'est difficile. Le plat de résistance, c'est quand on est vraiment dans le vrai sujet, quand on gère une société et tous ces aspects. Et les desserts, c'est tous les petits plaisirs qu'on peut prendre de la création d'une entreprise. Donc voilà, moi j'ai commencé la fleur au fusil. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une société de service. En plus, je venais d'un monde extrêmement difficile. Le monde des éditeurs, c'est un monde qui est très focalisé sur la rentabilité, la croissance, le chiffre d'affaires, enfin quelque chose qui n'a pas beaucoup de considération pour l'humain. Et lorsqu'on crée une société de service, en fait, le capital humain d'une entreprise, ce sont justement les hommes et les femmes qui y travaillent. Donc j'ai dû changer complètement de paradigme managérial. J'ai compris plein de choses. J'ai compris qu'il fallait s'appuyer sur l'intelligence collective, laisser les clés à certaines personnes clés, etc., etc. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc les entrées. Alors, je ne veux pas du tout que ce soit perçu comme donner des leçons, etc. Ça n'est que mon expérience. Encore une fois, je suis patron d'une PME. Hein, je ne m'appelle pas Steve Jobs ni Elon Musk. Donc c'est mon chemin d'entrepreneur que j'ai partagé avec les Xebians dans ce bouquin-là, et que si vous êtes venus, c'est qu'éventuellement... Peut-être il y a des entrepreneurs dans la salle, non? D'accord, ok. Quelques-uns, d'accord. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut prévoir la fin dès le premier jour dans une entreprise. Alors c'est très dur à dire, mais en gros... une entreprise, c'est un collège de personnes qui sont persuadées que leur entreprise naissante va marcher. Ils se projettent dans le futur, tout se passe bien, ils s'adorent, ils se font des bisous sur la bouche, etc., etc. Malheureusement, statistiquement, quand vous regardez la structure du capital d'une société 5 ans après, il y a très très peu de chances que les fondateurs initiaux soient tous encore à bord. Pour tout un tas de raisons. Agenda perso différent, opportunité d'aller travailler ailleurs, mésentente entre les associés, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. J'ai vu beaucoup de concurrents disparaître parce que les associés se disputaient. La mésentente entre salariés, c'est vraiment quelque chose de délétère et qui peut mener l'entreprise à sa perte. Donc le premier conseil, si je peux me permettre un conseil lorsque vous créez une entreprise, c'est de prévoir la fin, prévoir le divorce comme un mariage avec les générations Y. Je crois que tout le monde est sous contrat de mariage maintenant. Moi, de mon temps, on se mariait sur le régime de la communauté de biens. Donc, il faut prévoir le divorce. Et prévoir le divorce, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre une gouvernance dans les statuts de la société, dans son fonctionnement, qui vont permettre d'exclure l'un des associés, quel qu'il soit, y compris le président, pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prévoir une juste valorisation des titres lorsque cette personne sera amenée à les revendre à l'entreprise. Il faut prévoir, à mon sens, alors c'est un anti-pattern d'entrepreneuriat, mais il faut prévoir une espèce d'esprit kolkhozien. Je suis contre les entrepreneurs qui ont la majorité du capital. Paradoxalement, tout le monde vous dira qu'il faut être un patron à bord pour faire tourner une entreprise. Non, je pense sincèrement le contraire.
Au contraire, c'est un collège de plusieurs personnes et des salariés qui vont permettre de gérer proprement la société, d'avoir des idées, de mettre à défaut le dirigeant lorsqu'il ne fait pas son boulot. Donc il fait prévoir ça dès le début. La variabilité du capital, l'exclusion d'un associé, etc., etc. Si vous ne prévoyez pas ça, vous allez vous retrouver dans le mur à un moment donné. J'ai vu des concurrents vraiment se chamailler par avocat et finalement déposer le bilan. Donc ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qu'il faut adresser dès le départ. C'est quelque chose qui fait mal à adresser, mais une fois qu'on l'a adressé, on peut continuer sereinement. Alors, on fait tous des business plans quand on crée une entreprise, ça c'est fabuleux. Je pense que le business plan, une fois qu'on l'a écrit, il est devenu automatiquement caduc. Je ne pense pas que Steve Jobs il s'est préfiguré lorsqu'il a créé Apple qu'il allait vendre des téléphones et de la musique sur Internet. Il y a plein d'exemples comme ça de sociétés qui ont pivoté leur modèle. Les cycles économiques, les cycles sociétaux, les contraintes légales, l'arrivée de nouveaux concurrents fait qu'une entreprise doit être extrêmement agile et être capable de s'adapter à un environnement qui bouge très vite. Alors on fait un business plan, en général pour son banquier. Quand on va aller ouvrir un compte en banque, on leur raconte une belle histoire de ce qui va se passer, mais statistiquement, l'entreprise va complètement changer. Et là encore, il faut un collège de personnes suffisamment responsables et ouvertes pour remettre en cause le business plan de l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas radicalement de changer l'idée de départ, mais s'ouvrir à des opportunités. Là, typiquement, pour Xebia, on était au départ un cabinet de conseil spécialisé sur Java. Et chemin faisant, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par l'écosystème .NET. On a créé Selenza. Après, il y a le cloud computing qui est arrivé. On a fait une société spécialisée, etc., etc., etc. Là, on va créer très prochainement une société qui s'appuie exclusivement sur des indépendants en région parce qu'on s'est aperçu que sociétalement, le contrat de travail est quelque chose qui va disparaître dans les prochaines années, que les gens vont être self-employed et qu'il faut s'appuyer sur ces compétences, où qu'elles soient. En plus, on a des outils numériques aujourd'hui qui nous permettent de travailler en remote. Donc, vous voyez, il faut sans cesse remettre en cause son business model, ne pas hésiter à tout remettre à plat pour réussir. Et le business plan, encore une fois, ne sert qu'à votre banquier, à mon sens. Vous pouvez réagir, bien entendu. Je veux que ce soit le plus interactif possible. Maintenant, il nous adore, notre banquier. Le premier truc à savoir dans une société, c'est que je pense qu'il faut qu'elle gagne de l'argent dès le départ. On a vu beaucoup de startups de n'importe quoi.com financées par des capitaux risqueurs qui perdent de l'argent. Et puis, bon, je ne crois pas du tout en ce modèle-là. Je suis un bon paysan terrien. Et en fait, avoir des comptes dans le vert dès le premier jour, je pense qu'une entreprise doit gagner de l'argent. Alors, je me rappelle du premier résultat net de Xebia, c'était 3 000 €. Je ne m'étais pas payé pendant 2 ans, donc vous voyez, si je m'étais payé, on serait dans le rouge, on aurait été dans le rouge. Mais pour autant, le banquier a ses process de validation, etc. Donc il faut lui écrire un business plan. Il ne faut pas le faire rêver non plus. Pareil au niveau des capitaux risqueurs, des gens qui ont velléité à lever des fonds. C'est à double tranchant. Quand vous faites rêver un capital risqueur, il vous prend au mot. Et en fait, il met les conditions de déblocage des fonds sur ce succès-là. Donc si vous lui vendez du rêve, un jour ou l'autre, vous allez être pris en porte-à-faux et il va vous prendre à défaut et il va vous rafler le capital. Donc il faut toujours jauger entre le rêve et la réalité. Oh, pardon, j'ai passé le plus important. Mission, valeur, culture. Vous connaissez la théorie des Golden Circles de Simon Sinek? Non, ça vous dit quelque chose? Allez voir ça sur TED. C'est une conf qui dure 15 minutes, qui est fabuleuse. Simon Sinek, alors S-I-N-E-K. Simon nous dit quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'un client n'achète pas un produit ou un service d'une société pour ce qu'il est, mais ce qu'il représente. La théorie du why. Donc une entreprise, lorsqu'elle naît, surtout dans des entreprises qui embauchent des générations Y, une entreprise doit avoir une cause noble, une vraie raison d'être. Pour les clients, on achète les produits Apple parce qu'ils sont simples d'utilisation, tout simplement. Lorsque vous voulez attirer des talents dans votre entreprise, notamment les nouvelles générations, elles ont besoin de s'identifier à cette mission. Sinon, elles n'y croient pas, elles vont venir percevoir un salaire plutôt que s'investir dans cette mission. Et cette mission, il faut sans cesse revenir dessus, et le rôle d'un dirigeant, c'est de revenir sur cette mission en permanence, en interne comme en externe. C'est extrêmement important pour la cohérence et la motivation des gens. Alors, il y a beaucoup de boîtes qui s'inventent des missions a posteriori.
ou des valeurs. Alors c'est encore pire, il faut venir à un cabinet de conseil de type, je ne sais pas s'il y a des gens du BCG ou autre, trouvez-nous nos valeurs, donc c'est un brainstorming d'1 heure, et puis on va se retrouver avec 4 valeurs qui ne sont absolument pas vécues par les salariés. Donc nous, la mission, on l'a édictée dès le premier jour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte de visite ou notre site web, c'est Software Development Done Right. Donc la mission que j'ai assignée à la société quand je l'ai créée, c'est de faire du logiciel de haute qualité. Et on n'a pas changé d'un iota de notre ADN. On se lève tous les matins pour ça. Et les salariés doivent se lever pour ça. Les valeurs, c'est différent. Je pense que les valeurs, c'est lié à quelque chose de très profond, très lié à la personnalité du dirigeant. Moi, je crois en des choses fondamentales comme la qualité, le partage, etc. Donc, on a 4 valeurs fondamentales qu'on a édictées dès le premier jour. Et on s'attache à les respecter. Je dirais même que ça guide à peu près toutes nos décisions. On a une des valeurs, on en a 4. Il y en a une qui s'appelle People First. On s'attache à ce que l'Exébian ait plutôt un environnement de travail agréable et des missions intéressantes. Et on fait la vie dure aux commerciaux, il y en a 2 dans la salle, pour toujours servir les consultants et les rendre heureux. Et la culture, elle peut évoluer. Parce qu'une société, elle évolue avec le temps, elle est petite, elle devient grosse. C'est plutôt les cérémonies de fonctionnement qui sont édictées dans une culture. Ça peut être lié à la structure hiérarchique, au système de rémunération et de récompense, etc. Ça, c'est lié à la culture. Mais je pense que ces 3 notions sont fondamentales, font partie du quotidien du dirigeant. Et il doit s'attacher à communiquer sur la mission, respecter les valeurs et faire évoluer la culture. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle « From Good to Great » de Jim Collins. Alors en français, c'est de la performance à l'excellence, ou un truc comme ça. Donc il y a la version française. Il dit un truc fondamental, c'est l'important, c'est pas de savoir où vous allez, mais c'est de faire monter les bonnes personnes à bord du bus. Lorsqu'on a créé Exebia, on s'est attaché à embaucher des gens de très grande qualité. J'ai fini la première année à 3 personnes. Vous voyez, c'était tout petit. Et j'ai préféré ne pas prendre des gens qui étaient bien, mais qui n'étaient pas exceptionnels. Ces gens-là sont devenus ensuite les managers de Xebia. Et ils ont eux-mêmes embauché des gens à leur image. Et la société, comme ça, de fil en aiguille, a été construite plutôt de gens bien mindsetés. Et une fois que vous avez fait rentrer les bonnes personnes à bord, la deuxième chose fondamentale à faire, c'est de leur confier les clés du bus. C'est-à-dire qu'eux sauront bien mieux que vous là où il faut aller. Il y a beaucoup de dirigeants qui se croient la science infuse, qui croient qu'ils ont une vision, etc. C'est absolument pas vrai. Le capital d'une entreprise, c'est son capital humain, c'est son intelligence collective. Et il faut très très tôt déléguer des responsabilités à des personnes qui en valent la peine. 1, ils vont s'épanouir. 2, ils vont faire mieux que vous, voire différemment. Et 3, collectivement, ils vont mener la société là où elle doit être menée. J'ai toujours été bluffé par Xebia et par le fait qu'on a toujours été, du big data, on en fait depuis 6 ans, de l'agilité, on en fait depuis bientôt 10 ans. On a toujours été vachement précurseurs. Et c'est certainement pas moi qui ai eu les idées. J'ai presque avoir 50 ans, donc je suis complètement outdated sur ce qui se passe dans le monde. Pareil, les structures managériales, etc. L'organisation de la société, lorsqu'on a passé la barre des 100 personnes, on s'est dit comment structurer la société. Au lieu de créer des business units, télécom, secteur public, etc., ils ont décidé de faire des fondations technologiques qui en fait sont les seules raisons qui regroupent l'Exebian. Donc on a une fondation data, une fondation mobile, etc. Donc c'est vraiment les gens intelligents qui pilotent la société et qui la font aller à bon port. Regardez des sociétés comme Google, où 25% du temps des gens est consacré à la recherche. Des trucs comme AdWords, qui sont la machine à cash de Google, ne sont pas nés du dirigeant, sont nés des équipes de dev. Donc il faut absolument... Et Jack Welch dit un autre truc, vous connaissez l'ancien patron de GE, il dit l'important, c'est pas de savoir combien vous payez les gens, mais qui vous payez. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre, il faut savoir bien payer les gens, extrêmement important. De tout temps, et encore maintenant, on a vu des sociétés, même françaises, des gens comme Criteo, etc., débarquer sur un marché et en 5 ans devenir des multinationales. Des boîtes qui sont juste avec des croissances exponentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entrepreneur ne doit pas se mettre de barrières, ne doit pas s'inhiber quant à sa créativité. Il doit se lever tous les matins en disant « Waouh, j'ai le monde en face de moi, j'ai des gens intelligents à bord
et on va déchirer, on va défoncer nos concurrents, on va être meilleur qu'eux, on va avoir des bonnes idées, etc. C'est ce qui le fait lui et tous ses salariés se lever, c'est de rendre le champ des possibles possible. C'est extrêmement important d'imaginer, enfin de ne pas s'interdire quoi que ce soit. Moi, je me rappelle quand on était 2 chez Xebia, je clamais haut et fort à qui voulait l'entendre qu'on était le meilleur cabinet de conseil du monde. Bon, j'étais super présomptueux et super prétentieux, mais j'étais intimement convaincu. Et puis on a fait des trucs rigolos. On a été une des premières sociétés de services à créer un blog technique. Aujourd'hui, chez Xebia, je crois que c'est plus de 200 000 visiteurs uniques. On était un peu disruptif. On avait, voilà, on n'avait pas d'inhibition. Organiser une Xebicon comme celle-là pour une société de 150 personnes, et puis faire une keynote où on a pris des super bons risques quand même. Voilà, on n'a pas eu d'inhibition. On s'est dit allez, on y va, on y va, on y va. C'est le rôle du dirigeant que d'insuffler cette pensée positive en permanence. Je sais pas, je vais essayer de regarder l'heure parce que je suis extrêmement bavard. Alors, ça c'est le low cost marche très bien. Seulement, on s'aperçoit sur le marché que le low cost, il faut avoir les reins solides. Donc, si vous voulez rentrer dans le low cost avec votre entreprise, il va falloir avoir des centrales d'achat, énormément de capitaux, des marges très faibles, etc. On est vachement plus heureux dans le luxe. Regardez des groupes comme LVMH qui font des milliards. On est vachement plus heureux. Alors non pas parce qu'on gagne de l'argent, bien sûr c'est important, mais on est plus heureux parce qu'on a les moyens de financer l'intelligence de la société. Donc se focaliser sur la qualité, sur le service exceptionnel, sur le détail du packaging, etc., etc., c'est quelque chose de fondamental. On voit des sociétés, même dans le retail, je ne sais pas si vous connaissez tous Michel et Augustin, avec leurs petits cookies, etc. Ben voilà, c'est des gens qui sont allés dans le luxe et qui ont réussi comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup plus heureux dans le luxe. Quand on est dans le luxe, on gagne de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on embauche des bonnes personnes. Ces bonnes personnes font progresser l'entreprise, qui permet à l'entreprise de rester dans le luxe, etc., etc. La boucle est bouclée. Enfin, à mon sens, c'est extrêmement important. Et dans le marché des sociétés de services, je ne veux pas dire du mal de l'écosystème, mais il y a beaucoup de boîtes moyennes, quoi. Et c'est un peu dommage dans une révolution numérique où le software est super stratégique. Il n'y a pas assez d'acteurs comme nous qui s'attachent à développer de la qualité, et c'est bien dommage. Allez, les plats de résistance. Les clients. Bon, bien entendu, la première des choses vis-à-vis des clients, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'ils payent nos salaires. Moi, si je n'ai pas de clients, je ne suis pas payé, et puis je ferme la société. Il fut un temps où la relation client-fournisseur, elle était délétère. On dit toujours le client est roi. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, quitte à choquer certains des clients qui sont peut-être dans la salle. Je pense qu'une relation client-fournisseur, c'est une relation qui est équilibrée. Bien entendu, le client paye nos salaires, mais il faut mettre en place des cérémonies, des artefacts qui permettent d'être extrêmement transparents quant à la relation. Nous, on travaille beaucoup en méthodes agiles. On a quelques clients qui ont travaillé avec nous. Tous les 15 jours, on fait une rétrospective et entre guillemets, on lave notre linge sale en famille. C'est-à-dire quand il y a des choses qui ne font pas plaisir, on se le dit. Et le fait d'adresser de manière très fréquente l'état de la relation client permet d'éviter des catastrophes, parce que c'est comme lorsque votre banquier, vous êtes à découvert, puis un jour vous êtes interdit bancaire, vous avez attaqué le capital confiance, et lorsque vous vous en occupez, c'est trop tard. Je pense qu'il faut au contraire extrêmement communiquer et avoir une relation client-fournisseur qui est équilibrée. Dans son modèle économique, surtout si vous faites du luxe, mais aussi dans la relation, dans la franchise, la transparence, etc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours considéré les clients. Il m'est arrivé de me fâcher avec des clients, même de leur dire qu'on s'en va, parce que l'état de la relation n'était pas bonne. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le faire. La concurrence, je pense que la concurrence, il faut la traiter avec bienveillance. La bonne concurrence. Moi, je sais, quand j'ai commencé Xebia, j'ai été voir tous mes concurrents qui étaient déjà bien établis. J'ai dîné avec les dirigeants. Très intéressant, déjà, pas forcément pour aller prendre de l'information, mais juste leur dire qu'on existe, qu'on sera bienveillant, qu'on ne dira pas de mal. Moi, on essaye de souligner la différence que l'on a avec nos concurrents. On dit rarement du mal. Je pense que c'est contre-productif que de dire du mal de la concurrence. Et dans certains cas, il faut même l'aider. Il nous est arrivé d'avoir des concurrents qui étaient en difficulté financière et de leur dire bah, écoutez, on va vous embarquer sur nos projets parce qu'on sait que vous êtes bons et ça va vous sortir de la panade et un jour ou l'autre, ils vont vous le rendre.
Donc la concurrence, elle est à traiter avec beaucoup de respect. Et il faut aussi, bien entendu, la jauger en permanence. Nous, on a une espèce de veille concurrentielle extrêmement précise. On regarde le nombre de billets de blog, les publications. On surveille de très près la concurrence, surtout la nouvelle concurrence. Le monde va très vite. J'ai jusqu'à quelle heure? 11h30? Bon, enfin, le réseau, je suis assez bluffé par le fait que les jeunes générations accordent beaucoup d'importance à leur réseau professionnel. LinkedIn, par exemple. La puissance du réseau ne se mesure pas au nombre de contacts que vous avez sur LinkedIn. Ces contacts sont complètement anonymes, ils ne vous servent pas à grand-chose. Peut-être à être mis en relation avec d'autres personnes, mais ça devient une espèce de brouhaha où tout le monde rentre en contact avec tout le monde et puis ça ne sert plus à rien. Je pense que le réseau, il se construit bien différemment. Le réseau, c'est un réseau brick and mortar, c'est-à-dire en dur. Le réseau, c'est se comporter à l'égard des concurrents, à l'égard des salariés, à l'égard des clients de manière éthique, honnête, transparente. Ce réseau-là, il a toute la puissance du monde. Lorsque vous êtes en paix et que vous n'avez pas de casserole, entre guillemets, vous pouvez compter sur votre réseau. Moi, j'ai eu une vie professionnelle avant Xebia. Et j'ai pu aller voir d'anciens clients en leur disant écoutez, je viens de lancer une petite start-up, là j'ai besoin de travailler, blablabla. Et ils m'ont aidé. Et si j'avais laissé des cadavres dans les placards, je ne pense pas qu'ils l'auraient fait. Et le réseau, ça s'entretient. Pareil, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui seront en difficulté, aidez-les à trouver un job, mettez-les en relation avec des gens qui peuvent leur servir, etc. De manière complètement gratuite. On vous le rendra un jour. Je sais que c'est très bisounours, mais globalement, votre réseau sera d'autant plus solide que vous vous comporterez bien avec lui. L'auto-organisation, comme je vous le disais tout à l'heure, faire monter les personnes à bord du bus, c'est extrêmement important. Dans un monde qui change très très vite, tous les paradigmes d'organisation qu'on a connus par le passé sont en train de voler en éclats. Les générations Y notamment, qui sont nos futurs cadres dirigeants, sont des gens qui veulent avoir un équilibre vie perso, vie pro, sont des gens qui n'ont plus d'allégeance à l'entreprise parce que leurs parents ont connu le chômage de masse, sont des gens qui veulent se mêler de la stratégie de l'entreprise, et à juste titre, sinon ça ne les motive pas. Et donc une entreprise auto-organisée, c'est une entreprise qui est capable de s'appuyer sur cette intelligence collective, de donner les clés de certaines prérogatives managériales à des gens extrêmement jeunes. Juste pour info, la Xebicon, qui est quand même un énorme événement pour nous, la directrice du marketing de Xebia, Anne, elle a 26 ans. Elle a pris cet énorme chantier et tout le chantier du marketing de Xebia, alors qu'elle était quasiment fraîchement sortie d'école. Et elle l'a fait bien parce qu'elle était super motivée. Alors, il y a plein de paradigmes organisationnels que vous pouvez étudier, notamment l'holacratie, vous en avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier. On a une spécificité française, c'est notre attachement à la hiérarchie. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus ouvertes que nous au débat de parole. Je pense que des modèles comme l'holacratie ou l'agilité à l'extrême, etc., sont des modèles d'organisation, les feature teams, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces termes-là, sont des pistes à explorer parce qu'elles tirent pleinement le potentiel de l'intelligence collective. Le feedback, alors plus la société grossit et plus en fait vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire en tant que dirigeant. Moi, à 150 personnes, j'ai tendance à plus connaître les Xébians, ce qui est un vrai problème. Il fut un temps, je connaissais toutes leurs histoires perso. Alors j'essaye autant que faire se peut d'aller chercher le feedback, parce qu'on ne vous le donne plus. Il y en a même qui me vouvoient. Cathy, par exemple, qui s'obstine à me vouvoyer parce qu'elle vient de rentrer. Tout ça pour vous dire qu'il faut aller chercher le feedback, quelles que soient vos prérogatives, votre position, et de manière transparente, sans tabou. Alors moi, par exemple, j'ai un cérémonial, c'est que tous les mardis et tous les jeudis midi, je fais un déj one-to-one avec n'importe qui. J'ai un doodle qui est ouvert, les gens s'inscrivent pour aller déjeuner en tête-à-tête avec moi. Et donc on parle de tout et de rien. Ces discussions, c'est du chit-chat de salon. Entre deux, on parle toujours de l'entreprise, mais c'est aussi extrêmement intéressant de voir d'où vient la personne, sa culture, ses parents, son milieu social, ses études et ses idées. Aller chercher le rapport d'étonnement, savoir si cette personne est satisfaite, pas satisfaite, aller surtout chercher le pas satisfait, parce que se faire plaisir c'est bien, mais aller chercher ce qui gratte c'est plus intéressant. Il faut aller chercher ce feedback à tous les étages et de manière très fréquente.
Nous, je sais qu'on a changé un peu les paradigmes de management chez Xebia. Les managers déjà, les managers sont des consultants, donc ils sont assez crédibles vis-à-vis des Xebians. C'est des gens qui font le même métier, c'est pas quelqu'un qui est derrière une présentation PowerPoint ou un fichier Excel. Donc ils savent juger de la pertinence de l'aspect opérationnel de leur métier. Et c'est des gens qui, de manière extrêmement fréquente, vont aller chercher le feedback. Et tout ça, ça remonte. Et on essaye, il y a toujours des loupés, mais on essaye d'avoir une boîte où l'avis des gens compte beaucoup. On a, en 2000, je sais plus, il y a 2 ans, on était 5e au palmarès Great Place to Work. Et ce qui était super intéressant, c'est que 99% des Xebians considéraient que leur point de vue était pris en compte dans la stratégie de l'entreprise. Ça, pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. L'identité, je vais passer très vite. L'identité, c'est toutes les manières avec lesquelles vous interagissez à l'extérieur. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. Même si une société est auto-organisée, il faut s'attacher à ce qu'elle ait une cohérence à l'extérieur, comme à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Donc les lignes éditoriales, le contenu, le look and feel de vos sites web, vos messages, que ce soit des messages corporate de type presse, etc., des billets de blog, etc., il faut que ce soit cohérent. Et dans une société auto-organisée, malheureusement, ça peut un peu dériver. C'est un des effets de bord de l'auto-organisation, c'est l'indépendance. Il faut garder cette cohérence et le dirigeant doit s'attacher à l'identité de sa société. Et la première facette de son identité, c'est l'expression de sa mission, bien entendu. Alors, je ne veux pas dire que je suis le meilleur commercial, mais je pense qu'un patron qui ne voit pas ses clients est un mauvais patron. Moi, j'adore aller voir les clients. Alors, il fut un temps où j'étais le commercial, le manager, le comptable, la personne de la facture, la personne qui faisait le recouvrement, etc., etc. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'aller voir les clients et ça permet d'avoir aussi un feedback des clients et c'est important d'aller discuter avec eux. Et on s'aperçoit que le patron est certainement celui, eu égard au chemin qu'il a parcouru par avant dans l'entreprise, est certainement celui qui va transmettre le mieux à son équipe commerciale les bonnes pratiques commerciales. Alors, je ne parle pas de technicité commerciale, hein, savoir prospecter, prendre un rendez-vous, poser des questions ouvertes, etc. etc. Je parle de la manière de communiquer à l'extérieur. Moi, quand j'arrive chez un client, je n'arrive pas avec des slides. Je lui parle de mission, de valeur et de culture. Point barre. Après, c'est le why, le how et le what. Après, accessoirement, je lui dis ce qu'on fait, mais en fait, en général, il le sait déjà. Mais ce qui va toucher la partie limbique du cerveau de mon interlocuteur, c'est tout ce qui est irrationnel. Et je pense que le commerce, c'est ça. Et donc le patron, parce qu'il a vécu l'entreprise depuis le départ, est le plus apte à transmettre cette stratégie de communication et cette sincérité, cette honnêteté, cet ADN de la société. La croissance, c'est toujours, ça fait plaisir en termes de chiffres, mais c'est toujours un peu compliqué. Croissance horizontale ou verticale, j'aurais tendance à dire. Nous, on a fait le choix de la croissance horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de Xebia une grosse société de 300 personnes, on a préféré spin-offer et faire des sociétés hyper spécialisées. La croissance horizontale a une vertu, c'est qu'elle permet un maillage beaucoup plus fin des écosystèmes et d'avoir des pure players dans leurs écosystèmes. Donc on a choisi ça. Pour autant, les sociétés travaillent très très bien ensemble, mais on a des pure players. Et finalement, il y a une cohérence dans tout ça, mais on n'a pas perdu notre identité en faisant du Microsoft, du .NET, du cloud, etc., etc. On est des pure players et on a géré la croissance de cette manière-là. Et en interne, on a géré la croissance en se réorganisant complètement différemment. Après, vous pouvez avoir des croissances verticales qui consistent à faire du déploiement territorial ou international. C'est une bonne stratégie, ce n'est pas celle qu'on a choisie. Le grand risque de ça, c'est d'avoir des patrons d'agence ou des patrons de filiales qui ne sont pas forcément porteurs de l'ADN de la société. Parce que si vous prenez un Français, vous allez le mettre aux US. Moi, j'ai fait ça plein de fois. Hein. Me planter aux US ou me planter en Angleterre, je pense que c'est le commun des mortels. Comment dire, le cas très, très standard d'un entrepreneur français, ça ne marche que très rarement. Parce que vous avez besoin à la fois d'avoir un ADN de l'entreprise qui va être local, mais aussi un réseau local. Donc envoyer un Français là-bas, ça ne marche pas. Il faut prendre un Anglais ou un Américain. Et si cette personne-là n'a pas été incubée, n'est pas issue de vos propres rangs, c'est un échec. Donc gérer la croissance, c'est hyper compliqué.
hyper compliqué, à la fois en interne, essayer d'éviter de la lourdeur, de la bureaucratie, de la politique, etc., et trouver un modèle de croissance qui soit pérenne. Nous, quasiment tous les patrons des sociétés qu'on a créées autour sont des anciens Xébians, à qui on a donné un chemin de progression et de croissance. Je regarde le temps, 19 minutes encore. Très rapidement, une des erreurs fondamentales d'un entrepreneur, c'est de ne pas mettre les moyens sur des fonctions régaliennes de l'entreprise, à savoir la compta, la facturation, le juridique. Je pense que tout patron de PME en France est un délinquant social, puisque notre code du travail est extrêmement compliqué. Et donc, il faut s'appuyer sur des spécialistes pour ça, avoir un avocat social, un avocat corporate, un avocat fiscaliste, des commissaires aux comptes, des experts comptables, des personnes spécialisées dans la propriété intellectuelle, etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Pareil, la structure juridique, se faire conseiller sur la structure de départ, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et si vous ne le faites pas, ça va vous coûter 10 fois plus cher après. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des spécialistes et remettre en cause le casting en permanence. Savoir-faire et faire savoir, c'est une belle phrase. Ça veut dire simplement qu'il faut confier les clés de votre marketing, de votre faire savoir aux opérationnels de votre société et non pas confier ça à une direction marketing toute puissante. Le contenu, la véracité du message, la cohérence, la cohésion de ce que vous faites doit être porté par les opérationnels de la société et pas par une direction marketing. Ça ne marche pas. Et en plus, quand vous confiez ça à l'ensemble des salariés d'une entreprise, ce sont eux-mêmes les meilleurs ambassadeurs pour communiquer à l'extérieur. Et tout ça, ça donne une super belle cohérence. Quand on écrit un billet de blog, quand on va parler dans une conférence, quand on écrit une publication, tout ça, ça a du sens. C'est porté par les Xébians. Alors la mise en page, etc., tout ce qui est marcom, événementiel, est porté par des directions marketing. Par contre, le contenu de votre société, le contenu fondamental, doit être porté par les gens en interne. Moi, je vais essayer d'aller vite. Allez, encore 9 minutes. Difficile d'être manager, c'est un métier à la fois passionnant et frustrant. Moi, j'ai tendance à définir un manager selon 3 axes. J'ai lu ça une fois et puis ça me va bien. Un bon manager, c'est un papa, un magicien et un prophète. Un papa, c'est quelqu'un qui protège ses équipes. Un papa, c'est quelqu'un qui prend du stress d'en haut et qui protège ses équipes du stress, qui leur donne les moyens de travailler et qui transmet son savoir quand il en a un. Donc il a un devoir de protection, de transmission, de bienveillance, comme un papa vis-à-vis de son enfant. Pour autant, il ne faut pas avoir un management paternaliste, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il sert à ça. La deuxième des choses, ça doit être un magicien. Je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a de l'éloquence, qui a le sens de la formule, qui est capable de parler, qui est capable d'écrire, qui est capable d'embarquer les foules. J'ai toujours été assez bluffé par des... Enfin, moi, j'ai une profonde admiration pour feu Steve Jobs. Son éloquence, quand il arrivait sur scène, on a l'impression qu'il faisait une impro totale et tout était réglé à la minute. Et il arrivait à embarquer toute sa boîte comme ça et ses clients. Un bon manager, c'est quelqu'un d'éloquent. Et c'est un prophète. Alors, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher la vision commune et de la transmettre à l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui voit loin. Qui ne s'interroge pas sur son trimestre, son année fiscale, son chiffre d'affaires, mais qui se projette en étant nourri par des phénomènes sociétaux, des choses, des comportements, la rupture du pacte social, etc., des choses bien plus fondamentales que les simples activités opérationnelles qu'il doit faire. Bon, on va passer sur les bons commerciaux, parce que je vais être super en retard. Puis on a des très bons commerciaux chez Xébian. Non, comme on a parlé du patron qui est le bon commercial, voilà, en gros, les commerciaux doivent incarner cette manière de faire communiquer sur le why plutôt que sur le what, quoi. Très important. Les desserts, c'est les joies de l'entreprise, les choses qui font plaisir. La première des choses, c'est partager les richesses. Alors, il y a plusieurs moyens de partager les richesses avec les gens qui contribuent à votre succès. La première, c'est bien entendu de leur donner des rémunérations à leur juste valeur, voire donner des rémunérations extrêmement importantes pour des gens extrêmement talentueux, et très vite et très tôt. Mais c'est aussi mettre en place un actionnariat salarié. Je ne conçois pas aujourd'hui que les entreprises françaises ne partagent pas leur actionnariat avec des key people de l'entreprise. Chez Xébian, on a toujours eu un actionnariat salarié.
Dans toutes les sociétés de l'Alliance, c'est pareil. On a même organisé les contre-pouvoirs, c'est-à-dire que collectivement, les salariés ont quasiment autant de poids que le dirigeant. Et il n'a pas la gouvernance totale de l'entreprise. C'est important. Après, il faut régler, le système de valorisation des stock options ou des titres, etc. Il faut les rendre liquides, les valoriser, il faut que le pacte soit clair. Mais tout garder pour soi, je pense que c'est extrêmement contre-productif. Promouvoir une entreprise qui ne promeut pas et qui va systématiquement chercher ses managers à l'extérieur est une entreprise qui est malade. Moi, combien de fois dans les boîtes américaines, je me suis retrouvé avec un nouveau boss qui était une superstar venue du concurrent et qui en fait était un tuyau percé, qui était là pour l'argent et qui n'incarnait pas les valeurs de l'entreprise, qui était un ovni, qui ne comprenait pas ce qu'on faisait. Il peut arriver de manière extrêmement rare de prendre quelqu'un de l'extérieur, mais si à 90% vous ne promeuvez pas, vous ne faites pas la promotion de vos salariés, c'est que votre entreprise est malade, vraiment malade. Et il faut le faire très tôt. Il faut avoir des process d'identification des top performers et leur donner des prérogatives extrêmement importantes très tôt. Et ça fait plaisir, parce que quand vous les voyez quelques années après et qu'ils ont leur courbe d'apprentissage s'est accélérée de manière exponentielle, ça fait super plaisir. Et en général, ça peut 5 minutes. Tout ça, c'est très bénéfique pour l'entreprise. J'ai fini, tu vois. Le dernier slide, c'est important. Vous connaissez cette phrase. Il faut fêter les victoires, les petites comme les grandes. Il faut se donner des temps où on bat les masques, on est détendu, on fait la fête. Alors ça peut être la mise en prod d'un projet, ça peut être une année fiscale, ça peut être n'importe quoi. Nous on va faire la fête au Club Med une fois tous les ans. Quand il y a une grosse prod, on fait la fête. Ce soir on fera la fête à la fin de la Xébicon entre nous pour remercier et fêter ce fabuleux effort. Il ne faut pas oublier cet aspect-là et je pense que le dirigeant dans ce cadre-là, il doit être beaucoup plus ouvert et open qu'il ne l'est en général si c'est quelqu'un d'affable et de pas très communicant. C'est des moments uniques. Et voilà.